Bienvenue sur l'Estamitech. L'Estamitech, le podcast de discussion dans la bonne humeur avec les acteurs de la tech du Nord. Je m'appelle Ludovic Bory et je vous accueille à ma table. C'est parti! Cette année, j'ai eu 40 ans. Et chaque année qui passe, je me demande comment ne pas devenir un développeur legacy. Vous savez, c'est cette personne qui a fait le job pendant un temps mais qui a des difficultés à évoluer, se tenir à jour et dont on ne change pas les habitudes par peur de le rendre totalement inopérant. Ces dernières années, l'IA générative est venue s'ajouter au problème. Alors quoi faire? Foncer dedans tête baissée? Voir que ça peut être un outil formidable, une perte de temps dangereuse en fonction du contexte? Se dire que ce n'est qu'une mode passagère, une bulle qui va éclater? Ou alors peut-être un peu tout ça à la fois? Le 10 octobre, j'ai eu la chance d'assister à un événement organisé par Sphère Lille pour parler d'IA, de son impact dans les boîtes du Nord. Pour en débriefer, je reçois aujourd'hui Sébastien Fris et Aurélien Allienne. Salut messieurs. Petit tour de table, présentez-vous. Seb. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Sébastien, je suis chez Sphère depuis 10 ans, j'ai occupé à peu près toutes les fonctions du dev au manager, et depuis quelques mois maintenant, je suis VP Engineering du groupe Sphère. Aurélien. Bonjour à toutes et à tous, moi ça fait 15 ans maintenant que je suis chez Sphère à Lille. J'ai commencé comme développeur back-end et front-end, puis j'ai pris le virage de la data et plus récemment j'ai fait le gros virage de l'IA générative. Et puis voilà. Cool. Et donc, on est là aujourd'hui parce que il y a un mois, tout pile aujourd'hui, vous avez organisé un petit événement sur Lille, un bel événement même. C'était à la CCI, dans une salle que j'ai découvert en sous-sol là. Et mais la salle est déjà le lieu. Félicitations, c'est un lieu qui est quand même hyper impressionnant et vraiment canon. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu la genèse de cette journée? Pourquoi vous avez voulu faire ça? Et vas-y Aurélien. Alors cette journée elle était pour nous primordiale parce que parce qu'aujourd'hui l'IA générative, tu le disais dans l'intro, c'est incontournable. Mais l'IA générative, on ne sait pas forcément ce que c'est, et à force de discuter avec nos clients, on s'est rendu compte que notre vision en fait de l'IA générative et la leur était pas forcément en adéquation, et on voulait partager en fait ça. Et quand je dis on, c'est surtout le commerce en fait lillois et principalement Camille qui a poussé en fait cette initiative en expliquant que c'était important en fait pour nous d'être complètement transparent sur ce qu'on pouvait anticiper en fait de l'usage de l'IA générative demain. Alors je te coupe. Je trouve ça déjà hyper intéressant. Tu dises, c'est quoi pour toi l'image de l'IA générative, point de vue client? En fait, dans ce qu'on identifie, dans ce qu'on a comme discussion, surtout, alors l'initiative avait commencé à germer avant l'été, donc il faut remettre ça aussi en contexte. Mais nos clients utilisaient principalement l'IA générative comme un chatbot. Donc c'est un super chatbot, c'est un super stagiaire, mais il y a plus que ça à faire. L'automatisation de processus, le fait de pouvoir onboarder par exemple de nouveaux collaborateurs grâce à l'IA générative, tous ces sujets-là, par exemple, c'était pas forcément adressé. Ou en tout cas, c'était pas des idées qu'ils avaient en tête. Et donc, on voulait montrer la simplicité en fait des solutions en mettant en avant aussi le prisme business que ça peut avoir. On parle pas forcément encore de ROI sur ces solutions-là, mais l'idée c'était bien de démystifier la technique au service du business. Ok. Donc ça, c'était l'idée de base. Redonner des perspectives de business à vos clients en disant vous pouvez faire plus que ce que vous faites aujourd'hui et ouvrez-vous un petit peu les chakras, quoi. C'est ça. On avait imaginé plusieurs formats, de faire une petite matinale un peu privée avec quelques clients, etc. Et puis au fur et à mesure, on voit que quand même plein de personnes en parlent. Et on s'est dit, tiens, on se souvient quand le cloud est arrivé, on faisait des onboards Google Cloud, des choses comme ça. Ça faisait parler de nous, ça permettait de mettre un peu le pied à l'étrier, d'ouvrir les chakras de nos clients. Et donc on s'est dit, voilà, plutôt de faire un événement un peu confidentiel, est-ce que on ferait pas quelque chose d'un peu plus grand? Et c'est là qu'on s'est souvenu de ces premiers onboards qui avaient fait le succès nous de la vague cloud à l'époque. Et on s'est dit tiens, on va reprendre une recette qui fonctionne, et c'est l'équipe, parce que moi j'étais peu acteur de l'événement, mais c'est l'équipe qui s'est dit tiens, on va remettre ça en place et on va trouver un beau lieu et puis on va se lancer. Alors bon, comme à chaque fois, j'écris une trame et puis tu as dit une phrase et je me dis tiens, j'ai envie de rebondir dessus. Alors c'est pas très grave. Tu dis voilà, il y a eu une vague cloud. C'est ce qu'on peut appeler un virage technologique.
qu'il y a eu il y a, je sais pas, 10 ans, on va Quasiment dire. 10 ans maintenant, ouais. Ouais. Moi, je parlais de développeur legacy un petit peu en intro, en disant bon ben, enfin, on vient un peu du même monde, Seb, des gros mainframes et de tout ça et des cycles en V et de tout ce monde. Il y a eu l'agilité, il y a eu le cloud qui ont remis un petit peu notre façon de travailler en question. Est-ce que pour vous, là, on est aussi dans un virage technologique qui fait que notre façon de travailler va changer? Seb? Bah, moi, clairement. En fait, on en entend parler depuis 2-3 ans. Il y a plus ou moins de personnes qui s'y ont mis naturellement, d'autres qu'on essaie d'accompagner. Et moi, ça fait quelques mois, je me suis dit, bah, voilà, je code un peu moins pour pas dire presque plus. Et en fait, j'ai eu un énième projet perso que j'ai eu envie de développer. J'ai une petite casquette IT chez Sphere et j'avais aussi des besoins de sortir des fois des petits dashboards, des petites solutions. Et je me suis dit, on peut pas demander aux gens de se mettre sur ces sujets d'IA sans pratiquer soi-même et essayer soi-même. Et ce que j'ai réussi à sortir en 15 jours de temps, j'étais très impressionné. C'est pas simple, c'est un peu comme avoir, à chaque fois qu'on démarre un projet, moi j'ai l'impression d'avoir un nouvel adjoint, un nouveau développeur à mon service, mais avec une personnalité tout à fait différente, qui va faire certaines choses très bien, qui va oublier à chaque fois que je lui demande quelque chose, de faire ce que je lui ai expliqué la dernière fois parce que je lui ai mal expliqué, je lui ai mal demandé de comment s'en souvenir. Et donc en fait, moi je suis assez bluffé, c'est une force de frappe absolument dingue. Moi on en vient même à se demander, certains SaaS aujourd'hui assez communs qu'on peut utiliser, Est-ce qu'on va se pas les dire: «Est-ce qu'on recoder? va pas les recoder en un mois, ou moins même, en version un peu light?» parce qu'on a peut-être pas besoin de toutes ces fonctionnalités et finalement on va juste avoir un peu de coût d'hébergement et de maintenance de la solution et donc on en est à ce niveau-là. Et on parlait du cloud tout à l'heure. Ce qu'on a mis 7-8 ans pour migrer pas mal d'entreprises et on se rend compte qu'il en reste quand même quelques-unes à migrer, mais c'est les plus difficiles, c'est celles qui ont pas pris le virage au début. En fait, il est en train de se passer la même chose pour l'IA, sauf qu'en fait, on est à des rythmes où toutes les semaines ou tous les mois, on a une annonce majeure où ça change hyper vite. Et donc ouais, on est sur un vrai virage technologique, une vraie rupture, et en plus un rythme de changement beaucoup plus élevé que tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent, quoi. Et je pense que la rupture, elle est pas que technique, en fait, technologique. C'est une vraie rupture culturelle aujourd'hui qu'on observe. Alors, on l'avait déjà avec le cloud, mais enfin, Seb le disait, ça a pris du temps et encore aujourd'hui, tout le monde n'a pas migré. Et c'est pas pour ça que ta boîte, elle est forcément en péril. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose quand même à avoir en tête, c'est que l'IA est là, tout le monde l'utilise parce que c'est grand public. Mes parents utilisent l'IA quand ils ont une question plutôt que d'utiliser Google, par exemple. Donc moi, en tant qu'entreprise, comment je fais pour adapter cette solution technologique qui est omniprésente à mes besoins métiers, à ma gouvernance, à mes problèmes de sécurité, de conformité, etc. Et c'est là, en fait, pour moi, le vrai challenge aujourd'hui avec l'IA. C'est pas le socle technique parce qu'il est assez simple. On parle encore d'API, on parle de données. C'est des choses qu'on connaît depuis 30-40 ans. Mais le changement culturel qu'on doit amener et qui est très rapide, c'est un vrai challenge. Ouais, mais là où je voudrais vous amener un petit peu, c'est que dans le virage du cloud, bon, il y a quelques acteurs qui ont émergé assez vite, AWS, par exemple, où tout le monde allait dessus au début, Google faisait des trucs, Microsoft a sorti Azure assez vite. Bon, très bien. Hem, on savait à peu près où aller, on savait, il y a eu plusieurs stacks techniques qui se sont rajoutés, IaaS et cetera, qui se sont rajoutés, les unes par-dessus les autres assez doucement, on se les a appropriées. Il y a du tooling qui s'est créé au-dessus de tout ça, hem Là, aujourd'hui, quand même, en 1 an, on est dans un espèce d'environnement hyper mouvant. Il y a des acteurs, on sait pas trop si on peut s'y fier. Même OpenAI, OpenAI, c'est super, mais heu, on voit bien qu'il y a des articles qui sortent tous les jours sur le fait que OpenAI crame beaucoup plus d'argent que ce qu'il devrait, que OpenAI, a injecté, des milliards, veut injecter des milliards chez Nvidia, que Nvidia, injecte des milliards chez OpenAI. On sait plus trop où est l'argent. Est-ce que on sait qu'il y a une bulle quelque part, qu'il va rester quelques acteurs à la fin. Vous essayez de donner des pistes,
structurel autour de tout ça, sur la bonne manière de faire, la réalité, c'est qu'on n'en sait rien, non? Comment on fait pour essayer de garder pied là-dedans, à cette vitesse-là, quoi? Ben, on n'en sait rien. C'est la réponse qu'on apporte aussi aujourd'hui à nos clients et avec les personnes avec qui on peut discuter. Effectivement, on ne sait pas. Tu as cité OpenAI, mais hier, quand si on refait l'analogie avec le cloud, AWS est apparu. Il a fallu attendre 5 ans avant que Google commence à proposer des premières solutions. 5 ans avant d'avoir un deuxième acteur sur le marché. Là, les acteurs, t'en as toutes les semaines, t'as une nouvelle annonce, un nouveau produit qui se lance, etc. Donc il y a des gros qui tractent, OpenAI, Google, Anthropic, dans une certaine mesure des plus petites boîtes aussi européennes. Mais ces acteurs-là, en fait, ils tractent par des idées et des solutions technologiques. Si tu regardes, Anthropic a proposé Claude Code, par exemple, donc une CLI pour les développeurs. Ben tout le monde a suivi parce qu'en fait, il y avait un engouement. Qu'on a Gemini CLI, on a du GitHub CLI. Enfin, il y a plein de CLI qui se sont créés, donc ça répond à une problématique. Maintenant, de se dire demain, on se projette dans un an, c'est quoi la stack rêvée? Ben, en fait, on peut pas le savoir. Même d'un point de vue éditeur, je pense qu'ils n'arrivent pas à se projeter aussi loin. Effectivement, il y a énormément d'argent et suivant les accords que tu peux avoir avec tes partenaires, ça va vite changer. Hein. Nvidia travaille aussi avec Google, par exemple. Donc Nvidia est un peu transverse là-dedans et un peu des billes dans toutes les entreprises qui pourraient fleurir demain. Mais même quand on voit des annonces énormes avec Oracle, je me suis dit, mais qui a envie d'injecter des milliards chez Oracle? C'est une dinguerie quand même. Oracle, c'est un patrimoine colossal dans les entreprises, en fait. Et Descoper Oracle... Je sais pas comment ils font. Il y a le cloud d'Oracle qui vit bien, hein, qui est dans le top 5, il me semble. Ben ouais, mais toi, tu l'as vécu aussi, je pense, à l'époque des mainframes et tout. Dès que tu sortais des clous un petit peu avec Oracle SQL, t'avais l'avocat qui débarquait ou l'expert Oracle qui débarquait. Enfin, personne n'a envie de se marier à ces gens-là, tu vois. Ouais, et pourtant, ils ont encore des milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est une grosse valorisation. Et il faut prendre un prisme différent, il faut pas regarder localement ou nationalement ce qui peut se passer. Mets-toi à la place des Américains. Pour eux, c'est une vraie belle entreprise américaine, ils l'utilisent, ils la surutilisent. Le fait que ce soit cloud ready, ben c'est bien. Le fait qu'il y ait de l'IA, ben pourquoi je vais changer en fait? Je suis maillé avec cette entreprise, avec ce fournisseur depuis tellement de temps, ça me coûterait énormément d'argent de changer. N'y allez pas. Voilà, c'est mon expérience. Mais effectivement, ça bouge très vite, mais je suis d'accord avec ce que dit Aurélien, c'est qu'il y a quand même des grands principes qui, ces derniers mois, ont commencé à se poser. Tout le monde a parlé au début des assistants. Ensuite, on a commencé à causer agents. On est en train en ce moment de regarder tout ce qui est développement augmenté pour aller plus vite. Et donc ça, c'est quand même des grands use cases qui vont tendre à se généraliser. Et puis après, comme on en parle souvent, il va y avoir du darwinisme numérique. C'est qu'il y en a qui vont mourir, d'autres, les meilleurs vont rester. Et le paysage est quand même doucement en train de se dessiner. Ce qui change aussi beaucoup, on en avait un peu discuté avec Aurélien, c'est qu'en fait, c'est des technos qui ont besoin de moyens pour exister, pour faire de la R&D, pour l'entraînement, etc. Donc, partant de là, soit on a une super idée et on est backé par des fonds pour lancer sa solution. Sinon, en fait, c'est surtout les grands qui sont déjà lancés, qui ont les moyens, qui sont financés, qui vont pouvoir continuer de développer et faire de la R&D. Moi, ce qu'on a déjà vu, on utilisait pour de la prise de notes des tactiques, on utilise du gamma pour de la génération de slides. Mais en fait, tous ces usages-là qui, sur l'année écoulée, avaient un sens parce qu'il n'y avait pas de solution qui savait le faire, ben, petit à petit, on voit déjà que les gros sont en train de fournir des solutions équivalentes à ces acteurs de niche. Et en fait, je pense que là, ils ont connu, c'est bien. En fait, ils profitent de la hype de démarrage avec des use cases bien précis, et qu'en fait, toute cette hype va un peu se tasser, que les gros usages vont être repris par les gros, et qu'on va on va avoir un top 10 mondial. Les Américains sont plutôt bien positionnés. En France, on essaye de trouver un peu de comment se positionner. Et puis tout ce qui est Asie aussi, il y a pas mal de choses aussi chez les clouders asiatiques qui se fait, et même les Chinois sont dans la bataille. Et donc moi je pense que ça va se dessiner sur un paysage très proche de celui du cloud, avec quelques acteurs en plus,
Mais OpenAI est quand même pas mal backé par Microsoft et par d'autres, quoi. Mais alors je vais mettre les pieds dans le plat. C'est donc une nouvelle compétence, très bien. Des nouvelles pratiques humaines. J'en ai parlé un petit peu dans le dernier épisode où on a parlé d'agilité. Et donc ça redéfinit un petit peu les frontières de l'expertise dans les entreprises. Didier Girard, qui a fait la keynote de votre événement, il a dit plein de choses qui moi m'ont marqué. Alors il a parlé d'un rôle que j'aime beaucoup, qui est le product engineer, où je sais que moi dans ma boîte on essaye vraiment de s'inculquer ça, de dire tout le monde a la main sur le produit et intéressez-vous au business, rencontrez les clients, discutez et puis essayez d'avoir des idées, quoi. Soyez émulateur de votre truc parce que vous pouvez vous pouvez apporter très vite pour la peine de la valeur ajoutée avec vos idées et votre façon de faire. Et donc en fait on devient tous experts, plutôt on a de l'expertise à portée de main. Et alors, comment une société comme Sphere, une ESN, qui est là pour justement, depuis toujours apporter une expertise que les autres n'ont pas, comment toutes ces sociétés, vous allez continuer à vivre? Parce que l'expertise potentiellement, en fait, j'ai pas besoin d'une expertise, je l'ai déjà. Comment comment ça se redessine tout ça, En fait, Aurélien? l'expertise, on continuera à l'avoir. Tu vas avoir des experts IA, donc des assistants IA qui vont t'amener une certaine forme d'expertise, mais c'est pas forcément l'expertise qui va être adaptée à ton contexte. C'est pas forcément l'expertise qui permettra d'aller sur la vision de demain en fait de ton produit. Le produit en fait est central. Si tu demandes à une IA de te produire une archi hexagonale, il va te produire quelque chose qui ressemblera à une archi hexagonale. Est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais faire toi en tant que développeur? Aujourd'hui, on est encore capable d'être très critique là-dessus. Et nous, c'est ce qu'on essaie de cultiver en fait. Auprès de nos développeurs, c'est de garder cet esprit critique, de continuer à grandir, d'apprendre, parce que les IA en fait ne feront que copier ce qui existe déjà. Donc il y aura quand même de nouveaux frameworks, il y aura de nouvelles librairies, il y aura des montées de versions dans les langages. Et on peut pas déléguer tout à l'IA. Sinon, on aura des produits qui vont être hyper similaires à droite et à gauche. On n'aura pas le caractère différenciant du produit que toi tu peux construire par rapport à ton concurrent. Donc ça n'a pas d'intérêt. Nous, on essaie vraiment de travailler cet aspect plutôt culturel de j'amène une expertise que je travaille en fait au quotidien, je challenge l'IA, même si je l'utilise grandement dans ma mission. Mais c'est vraiment ça en fait qui va faire la différence, c'est la capacité à faire travailler l'IA suivant tes propres expériences. Pour être complètement transparent aussi avec toi, hein, c'est les expériences, nous, on les a construites pendant les 15 ans d'XP qu'on a pu acquérir déjà. Pour les plus juniors, c'est un petit peu plus dur. Et donc, ce que j'aime à penser, et on verra si on se trompe, c'est que les juniors, dès le départ maintenant, doivent suivre les plus seniors, pour apprendre le métier. Et pas apprendre en pissant du code pour être un peu vulgaire, mais en essayant de comprendre pourquoi on fait les choses et comment on fait bien les choses. Si on parle, je suis assez en phase, parce qu'on se rend bien compte que là, pisser du code, ça va être globalement prompter quelque chose d'une manière ou d'une autre, quoi. Oui. Et en effet, Seb, tu l'as vu, avec tout ton recul, tu fais des projets perso, t'arrives à aller hyper loin, mais aussi parce que tu vois ce qu'il fait ton assistant et tu dis bah ça c'est nul, ça c'est bien, machin. Ouais, c'est ça. Et puis à un moment, tu Et tapes tu un peu à gauche, tapes un peu à droite. exactement, et tu fais rentrer il dit ah ouais t'as raison. Et d'ailleurs petite anecdote, mais ces derniers temps, plusieurs personnes de mon entourage ont eu Claude peut être vulgaire. Je sais pas si ça vous l'a fait ça. Et Ah, oui. C'est ouais. pas vulgaire, il peut être un peu trash. Tu lui dis des trucs et il y a 2 personnes là de mon entourage. Claude a répondu en disant putain t'as raison. Oui. Ça, oui, il peut s'agacer aussi. Mais c'est pas possible. Mais en fait, j'ai un vrai stagiaire. Et mais en tout cas, il y a une espèce de sentiment de vraiment, je suis là pour l'accompagner. Après, à quel point ça sera vrai dans 6 mois, 1 an, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, tu fais rentrer un petit peu le truc. La question que j'ai aussi pour vous, si on parle un petit peu argent, tout outil a un coût. Donc il y a 2 façons d'utiliser l'IA, soit en tant qu'assistant personnel, soit en tant qu'outil d'entreprise. Donc ça, c'est un sujet. Bon, très bien, j'utilise cet outil pour générer des applications, pour, je sais pas, en complément, faire des agents et augmenter l'expérience de mon application. Mais en tant qu'outil, ça a aussi un coût. Comment vous percevez ça quand vous êtes par rapport à votre
Vous arrivez avec votre Mac, vous arrivez avec votre IDE, vous arrivez aussi avec votre assistant et ça fait partie du package. Je prends un sphérien, mon sphérien, il a tous les assistants du monde et c'est un développeur. C'était le sujet de ta conférence, toi, je crois. Je voudrais qu'on en parle. Vous êtes censé être des développeurs augmentés. Ça fait partie du package de quand je prends un expert quelque part. On commence à en discuter avec nos clients, en fait. Donc il y a plusieurs choses. Nous, en interne, déjà, il faut qu'on se fasse aussi des convictions sur les gains là-dessus. Donc on a des factories où on fait des projets engagement pour des clients. Donc on a commencé, nous, à se focaliser sur ces factories, et c'est ce que j'expliquais à l'événement. Aujourd'hui, lorsque les clients sont d'accord, parce qu'il faut qu'on ait l'aval des clients, même si quand tu as des contrats cadres avec des Anthropic, etc., ils te garantissent que les données sont pas utilisées pour de l'entraînement. Mais bon, il y a quand même des clients, on peut avoir des clients dans différents secteurs qui ne sont pas compatibles avec l'IA. Donc ça, il faut quand même on en tienne compte. Mais quand les clients sont d'accord, effectivement, on équipe les personnes de la factory de licences Cloud Code. Pareil, ça va du pay as you go jusque 20, 100, 200 euros par mois en fonction de l'utilisation. Donc on a des power users, on traque en fait un peu les usages. Les personnes qui utilisent régulièrement plus de 100 balles par mois, on leur dit bon, maintenant passez sur un abonnement. Les gens qui ont un abonnement et qui pareil tapent des limites, on leur dit passez à l'abonnement d'après, etc. Donc on commence, on suit ça et après on suit nos projets pour voir. Donc on a des projets de migration technologique. Alors ça c'est du pain béni pour l'IA en fait. Parce que ils ont été entraînés sur même du Struts d'il y a 20 ans, en fait, c'est connu, c'est documenté. Et donc tu dois migrer ça sur un React contemporain, tu peux mettre des screenshots des écrans. Et en fait, les gens chez nous ont passé peut-être un mois un peu à préparer leur prompt de migration. Et puis après, un boulot de X années peut être fait en quelques mois, quoi. Et potentiellement, c'est des prompts réutilisables. C'est Exactement, l'expérience. ouais, c'est ça. Et donc avoir des librairies de prompts pour les futurs projets, etc. Et c'est comme ça que tu commences à gagner en fait en expertise, que tu vas t'accélérer. Après, il y a toujours le problème de, en fait, là, il est sorti des clous et j'ai fait des gros volumes, donc après, tu as des phases de debug et après, tu peux repasser dessus pour améliorer. Donc nous, aujourd'hui, on mesure au travers des factories, des personnes... Il y a des clients aussi à qui on dit, nous, on peut vous vendre une telle compétence. Et il peut venir avec effectivement son augmentation IA. Êtes-vous d'accord? Oui, non. Il va peut-être vous dire, en fait, nous, on a déjà une solution en interne et donc il faudra qu'il utilise la solution interne à l'entreprise. C'est le cas de certains clients lillois. Et puis il y en a qui sont intéressés pour avoir un dev augmenté, qui vont payer peut-être un peu plus cher et qui va pouvoir dépoter. Donc on commence à retravailler un peu sur le modèle économique. Effectivement, tu parlais de notre expertise. En fait, quand on a vu ces trucs-là et qu'on s'y est engouffré il y a quelques mois, moi j'ai dit à Didier, est-ce qu'on n'est pas en train de scier la branche sur laquelle on est assise, quoi? Et en fait, on se rend compte que c'est comme pour le cloud. En fait, il y a des gens qui ne maîtrisent pas, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'avoir des experts dans la techno. Alors maintenant, on est sur des agents qui vont agir, et puis on a encore plein de choses à découvrir, comment la réglementation, les cadrer pour pas que ça fasse n'importe quoi, etc. Donc, on a une vraie expertise et comme le cloud, aujourd'hui, tous les devs, qui soient front ou back, en fait, ils vont déployer dans du cloud, etc. Donc ça touche tout le monde. Et l'IA, pour moi, c'est en train de devenir la même chose. Même un mec qui fait de l'infra cloud commence à avoir de l'IA. Et d'ailleurs, c'était nos premiers collègues qui devaient faire des terraforms et des terraforms. C'est les premiers à avoir testé du GitHub, du Copilot, et qui disaient, en fait, ça me fait 80% du boulot, je repasse derrière, je vérifie que c'est bon et ça avance, j'avance beaucoup plus vite et je suis beaucoup plus confiant parce que j'ai plus qu'à me concentrer sur les quelques problématiques, quoi. Aurélien, c'est quoi un développeur augmenté alors? Déjà, ça reste un développeur parce que même s'il y a un ratio aujourd'hui, alors c'est parler du 80% généré, il y a 20% quand même où le développeur a encore son rôle à jouer en fait. Après, il y a un choix aujourd'hui sur les outils et c'est aussi aujourd'hui une certaine incertitude. On a parlé là de Copilot, on a parlé de Cloud Code. L'approche dans l'usage de l'outil est pas la même. Copilot est plus un assistant intégré à ton IDE. Cloud Code, il est en autonomie dans la CLI et tu lui dis quoi faire et puis tu reviens une heure après et normalement il a fait ce que t'attendais. Pour moi, un développeur augmenté, c'est un développeur qui est à l'aise avec l'IA, qui est capable d'identifier des patterns, de les généraliser pour que l'IA puisse
faire ce qu'on attend d'elle, en fait. J'ai utilisé la comparaison du stagiaire au tout début. C'est typiquement ça, en fait. Mon IA, elle arrive, elle sait faire plein de trucs, mais elle sait pas forcément les faire dans le cadre que moi j'attends. Donc, il y a toute la partie gouvernance, sécurité, usage des bonnes pratiques de l'entreprise, etc., qu'il faut, pour lequel un développeur augmenté doit prendre un peu de recul pour bien dessiner la manière de travailler avec l'IA. Et c'est pas du coup du tooling qui est attendu, c'est plutôt une philosophie, une façon de penser. Est-ce que vous accompagnez aussi les gens autour de la tech? Parce que là, on a parlé des développeurs et des développeuses, mais potentiellement, je sais pas, est-ce que si vous avez une factory, ça veut dire que vous avez des PO, PM, peut-être? Vous avez des PO, PM, pareil qui doivent s'approprier les outils, des UX, qui jouent avec Figma, les MCP Figma et compagnie? Ça se passe Ouais. comment? Alors, on essaie d'identifier aussi les bonnes solutions pour les PO, PM, parce que sur le marché, il existe des choses qui permettent d'optimiser ou en tout cas d'initier quelque chose. GitHub a proposé SpecKit, il y a des solutions open source comme Bimage, j'en avais parlé pendant la conférence. C'est déjà des choses qui sont disponibles, sur lesquelles on peut retravailler et qui permettent d'augmenter le métier du PO au-delà du MCP qui va interagir avec Jira. Ensuite, il y a toutes les populations plutôt UX. Et là, les outils comme alors tu parlais de Figma qui est pas encore hyper avancé dans le prototypage augmenté, mais des outils comme Lovable par exemple sont hyper intéressants à utiliser, et avec un peu de cadrage, on est capable d'embarquer aussi des populations qui sont pas UX par défaut, pour mener des métiers. Ces outils-là peuvent prendre en compte aussi notre design, notre charte graphique. Donc ça peut être hyper intéressant. Et oui, c'est des choses qu'on fait. Ça passe beaucoup par la pratique, parce qu'il faut mettre les mains dedans pour comprendre comment ça fonctionne. OK. Et après, tu parlais d'accompagnement. En fait, ça fait maintenant quasiment 3 ans en fait avec le démarrage d'OpenAI qu'on a mis le pied dans l'IA. On avait enfin on a toujours d'ailleurs notre ChatGPT sécurisé qu'on déploie chez les clients. Et en fait, l'outil, en général, avec un peu d'accompagnement, les gens le prennent assez vite en main. Par contre, pour aller au bout du use case et réfléchir un peu à tout ce qu'il y a autour, là, en fait, on a notre filiale de consulting qui est OneVision, qui a un gros boulot par rapport à juste la tech. Eux, souvent, il y a un petit package qui est vendu avec, où on va vous aider à industrialiser 2-3 use cases. Alors, fut un temps, c'était avec du RAG ou créer des assistants personnalisés. Puis maintenant, ça commence à aller un peu plus loin. Il y a des entreprises qui se posent aussi la question de la gouvernance de toute cette IA dans l'entreprise. Et donc ça, c'est vraiment leur positionnement. Donc, au-delà des quelques fonctions, peut-être des quelques formations au début où c'était vraiment l'art du prompting, comment je structure tout ça. Maintenant, ils vont plus loin et ils vont vraiment dans l'accompagnement de tous les use cases et l'aide. C'est tech orga culture. Donc la tech, on l'apporte et eux aussi ont des choses à dire. L'organisation, quelle organisation on met des trucs, des recettes qui marchent bien, hein, c'est d'avoir quelques champions dans les différents services et les différents métiers, qui ont un peu une vision, qui sont un peu plus dégourdis avec l'IA générative que les autres et qui vont pouvoir emmener leurs collègues sur l'outil et qui vont pouvoir aider à définir les use cases. Et après, voilà, c'est toute une gouvernance à mettre en place. Et puis il y a les coûts, les modèles, les outils changent très vite. Qu'est-ce qu'on teste, combien de temps, combien ça coûte. Parce que tes outils, historiquement, tu les choisis pas pour 3 mois, tu vois? C'est ça. Tu les choisis même pas pour un mois, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt ça. Aujourd'hui, on est sur des outils qu'on teste au mois le mois, parce que dans 3 mois, on va pas s'engager. Et donc, il faut être hyper réactif. Et donc, quand on sait parler des différents profils qu'on accompagne, pour moi, ce que je dirais, c'est plutôt des profils qui sont volontaires, qui sont capables, en fait, de changer d'un outil à l'autre, d'une façon de penser à l'autre, en disant, en fait, c'est le nouveau truc à tester. Et donc, dans les programmes d'ambassadeurs, de champions qu'on met en place, c'est plutôt ces personnes-là qu'on va aller chercher. Les gens qui ont des idées, qui sont moteurs et qui ont pas peur de se mettre aussi en danger sur ces solutions. Et vous vous rendez compte quand même que là, vous parlez des développeurs et développeuses. Moi, tu vois, ça fait quand même pas mal de mois que j'utilise Claude parce qu'il me va bien, quoi. Et me dire, j'ai besoin de tester tous les trucs à côté, j'ai pas que ça à faire, quoi. Et
c'est hyper dur, c'est hyper épuisant, c'est hyper, tu un produit à sortir, t'as de l'argent tu des ventes à faire et tout ça et bon, ben c'est bien beau tout ça, mais c'est pas tenable dans le temps, quoi. On fait c'est quoi l'idée? Alors, c'est pas à toi de le tester. Il y a des gens qui font ça pour toi, hein, et je t'invite à écouter certains podcasts pour avoir des retours d'expérience. Mais c'est ça l'idée, en fait, Oui. c'est d'être plutôt curieux et de voir ce qui peut se faire. Je dis pas que tu vas passer demain à un autre outil que Claude, parce que Claude te correspond. Mais en même temps, il faut garder cette curiosité de se dire peut-être qu'il y a un concurrent qui va arriver et que ce concurrent, en fait, il va tout chambouler. Et ce serait dommage, en fait, de prendre un engagement sur une année pour un outil qui, dans 2 mois, sera obsolète, en fait. C'est plutôt ça, en fait, que j'essaie Ouais. de passer comme message, c'est de dire, ça va tellement vite. L'engagement, en fait, doit aussi pouvoir être travaillé Réversible, rapidement, ouais, ouais. Mais réversible. n'empêche que l'engagement dans le temps, fait que tu rends ton outil pérenne, et tu vas monter en compétence dessus. Lui, il va gagner plus d'argent parce qu'il va durer dans le temps et tout ce que tu veux et au final, si c'est l'un des problèmes de ChatGPT, j'ai compris, les gens se désengagent, tu vois? Continuent à l'utiliser, mais potentiellement, ils arrêtent de payer et cetera et 95 des utilisateurs de ChatGPT payent pas, quoi. Ce qui rend d'autant plus, l'outil, volatile et risqué à être investi, quoi. C'est Pas tout à fait d'accord, hein. Tu as un autre outil qui est consommé gratuitement. Enfin, tu as d'autres outils plutôt consommés gratuitement et massivement. YouTube, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs. ah mais c'est des Les pubs, c'est pas gratuitement, Et qui te dit que demain, on n'aura pas de la pub dans ChatGPT? Dans la version gratuite? Bah, ils en parlent, hein, les Bah oui. Perplexity et compagnie, mais ils utilisent le ranking. D'ailleurs, il Heu, commence à y avoir des il choses, y a des choses, autour de notamment ouais, la pub, ouais. il y a ça, il y a aussi, demain, en fait, si on essaie de se projeter, les outils comme, ChatGPT ou Gemini, donc les IA embarquées dans ton navigateur, seront aussi de bons moyens, en fait, pour, les retailers de vendre leurs produits. Donc on ouais. peut imaginer, en fait, une part de commission sur ces plateformes-là comme une marketplace, en fait. Alors, vous avez donc pendant l'événement interviewé, des personnes qui ADO et Values. ADO et Values. ouais et qui ont donc parlé de ça, en disant, bah, voilà, potentiellement on c'est aussi l'opportunité business pour nous, on n'a pas le choix que d'y aller parce que, c'est peut-être une marketplace demain où, ChatGPT sera la porte d'entrée à tout et n'importe quoi. J'ai besoin d'une perceuse. Bon, très bien. Sors-moi une perceuse et ChatGPT choisit la perceuse pour toi la plus adaptée, potentiellement sur la marketplace qui va bien, qui sera Leroy Merlin. On est hyper content. Leroy Merlin a accès à des milliards d'utilisateurs d'un coup. Et donc, la personne parlait d'une opportunité incroyable pour lui d'accéder à un marché comme ça, mais un marché, au final qui sera hyper centralisé, hyper, dépendant d'une marge qui sera rognée par un portail. Enfin, on sait ce que c'est les marketplaces, et Leroy Merlin était déjà une marketplace pour plein de fournisseurs de trucs et donc là, ça sera une marketplace de marketplace, quoi. Et c'est hyper paradoxal, et en plus, on sait d'avance que les dés seront pipés parce que beh oui, Leroy Ce sera Merlin compté, ouais. n'apparaîtra peut-être pas en premier, quoi. Comme sur Google, en fait, tu apparais pas forcément, le premier parce que, il y a d'abord l'encart des pubs et cetera. Le SEO est en train de se C'est redessiner. ça et en fait, c'est déjà une réalité. Il y a enfin, tout à l'heure, j'ai parlé de MCP, mais il y a un début de protocole qui s'appelle MCP UI, qui permet, en fait, d'avoir une approche unifiée de comment j'intègre mes propres pages web dans une interface, type chatbot. Ça existe. Il y a déjà pas mal d'entreprises, principalement nord-américaines, qui ont testé ça et qui commencent à délivrer, en fait, des produits sur les plateformes grâce à ça et c'est une réalité. Donc, un retailer aujourd'hui, qu'il soit, européen, américain ou, sur la plateforme asiatique, il se doit de répondre à cet enjeu, en fait. Sinon, ben, darwinisme, c'est pas lui qui aura la 1re place, ce sera, son voisin. Et pourquoi il y a pas d'alternative qui se dessine? Pourquoi, des acteurs comme ça, ils se disent pas: «Attendez, là, c'est sûr, on va se faire enfumer». Pou et il faut qu'on trouve une alternative qui soit ça c'est un bon truc européen ça normalement de faire ça. De se dire: «Tiens, je vais pas rentrer là j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là parce qu'ils vont me prendre, leur petit 10 et 10 de ma marge, c'est pas normal, sur un truc où j'ai pas eu le choix» et donc en fait, pourquoi? Je sais pas, il y a pas un marché plus ouvert, plus autour de tout ça qui peut être même envisagé, quoi. Aujourd'hui, on n'entend rien de ça. Non, mais il faudrait que les entreprises se fédèrent ou Déjà, que la législation, qu'il y ait un peu de législation qui se mette autour de ça. Alors, il y a les AI Act, et cetera, mais
il y a encore rien que de toute façon, ça va tellement vite. En fait, ça va plus vite que la plupart des choses qu'on connaît. Enfin, les cycles de législation, même s'ils ont fait assez rapide là, sur le AI Act, on sait que si le temps que le problème apparaisse, je pense que Google réfléchit, enfin, s'ils ont freiné des cas de fer pour sortir tous les produits IA aussi, c'est parce que ils ont vu le coup d'après et qu'ils se disent on est en train de tuer le moteur de recherche, la pub, qui est notre business principal. Et donc eux sont un peu en train de freiner, mais ils peuvent pas trop freiner parce que sinon ils vont se faire dépasser. Et on le voit en fait, ils sont en train de freiner, mais en même temps ils sortent et ils ont été mis en danger par OpenAI qui a dégainé le premier sur ChatGPT il y a 3 ans. Et depuis, ils ont toujours été un peu derrière, mais pas trop non plus, parce que il faut qu'ils restent concurrentiels, il faut que les personnes migrent sur les outils de Google pour que ça continue. Et donc, il y a tout un modèle économique à faire vivre. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de grands consortiums ou de grandes entreprises qui se mettent autour de la table pour dire, bah, en fait, on est en train de se faire enfumer, il faut qu'on propose une alternative. C'est le problème de fédérer tout ça, quoi. Ça prend Et du temps, mais on sait qu'il y a des précédents. Par exemple, les stores applicatifs sur iPhone et compagnie, ça a pris des années, mais on voit bien qu'un monopole comme ça, où ils prennent 30% de marge sur chaque vente qui est faite dans une app, c'est pas normal, quoi. Mmh. Et on n'a pas envie, on le sait maintenant, on n'a pas envie de reproduire quelque chose comme Mais ça. ça a bah, mis toi, 20 t'as 20 pas ans pour envie en Apple. tant qu'humain. Maintenant, si on Oui. se replace à la place d'un retailer, tu me prends 10% de marge, mais je vends 10 Ah fois non, plus de ça produits. marche pas comme ça. Moi, en tant qu'entrepreneur aussi, j'ai pas envie de ça. Mmh. J'ai pas envie que quelqu'un, gratuitement, juste parce qu'il y a un monopole sur le canal de diffusion, me bouffe 10% de marge. Il- Je peux pas. Et Tu là, peux la rester machine. sur les canaux de diffusion historiques. Le search de Google ou un autre, les plateformes de réseaux sociaux, Meta principalement qui a le monopole. C'est juste un nouvel acteur deux nouveaux acteurs avec un nouveau monopole qui va s'établir. Et effectivement, il n'y a pas d'alternative aujourd'hui évidente. Maintenant, ça va très vite. On n'est pas à l'abri de se dire que dans 6 mois, il y aura quelque chose de différent, mais ce sera pas européen. On sait déjà pas se mettre d'accord pour avoir un cloud digne de ce nom européen. Ça m'étonnerait qu'on se mette d'accord sur des pratiques IA. Et je pense qu'il y a un certain fatalisme aussi quand même de la part des entreprises, hein. Aujourd'hui, qui a les moyens de rivaliser et de se fermer ce canal-là? Donc, je pense ils sont en train de se positionner pour y aller, vont essayer de pas y perdre trop, mais enfin, en France là, j'ai lu une stat ce week-end, c'est 46% des Français qui utilisent l'IA générative quotidiennement, quoi. Mais même Mm. la fameuse Madame Michu utilise tous les jours un chat GPT pour lui poser des questions, faire des trucs, quoi. Et on a aucun précédent comme ça d'adoption à une telle échelle, à une telle rapidité de toutes les technos de ces 50 dernières années, quoi. Petite reco culturelle. Ce matin, j'écoutais un podcast qui s'appelle Émotion. Et Émotion parle de plein de choses. Et ce matin, c'était est-ce que c'est pertinent d'utiliser ChatGPT comme en tant que psy? Et en fait, il y a tellement de gens qui l'utilisent en complément ou en remplacement ou par curiosité pour en faire son journal intime et de donner des analyses. Et je trouve ça juste fascinant de se dire. Dans le podcast, la personne qui fait l'enregistrement fait une comparaison que j'ai trouvée assez marrante avec le journal de Tom Jedusor dans Harry Potter. En disant j'écris et puis le journal te manipule pour t'orienter vers des actes un petit peu horribles. Et il y a tellement de ça. Là, depuis le mois de novembre, là, ChatGPT ne répond plus à des questions médicales. Ouais. Mm. Et ils l'ont remis là, non? Je crois. Non. Je sais pas, moi je suis pas un grand fan de ça, mais C'est avec quel modèle où on peut avoir des relations amoureuses ça c'est ce qui va arriver, ouais. Mais c'est pas Grok qui et puis, s'est mis en open bar sur tout ce que tu veux parce qu'il a bien compris qu'il y avait toute une part du marché à prendre. Oui. Mais ils doivent annoncer, c'est ChatGPT, C'est ouais, c'est GPT, ouais, c'est ça, ChatGPT hein. d'ici la fin de l'année, avoir une version pour adultes. Mais parce qu'en fait, il y a énormément aussi de gens qui sont seuls Mm. et ça leur fait un confident, etc. Et bon, c'est sûr qu'il y a aussi un marché là-dessus. Le retour du téléphone rose. C'est ça. Les plus vieux comprendront. Et alors, autre article que j'ai découvert, c'est que Amazon était en conflit avec Perplexity
parce que Perplexity, justement, essayait d'automatiser des actions sur le site d'Amazon. Et Amazon a dit: «Ah non, non, surtout pas, faut que les gens y viennent et qu'ils cliquent et qu'ils remplissent leur panier avec toutes les suggestions qu'on fait». Je dis: «Bah oui, en fait, mais c'est ce que le e-commerce et c'est ce que Leroy Merlin et compagnie essayent de faire depuis des années. Et on a tous travaillé sur des projets de catalogue produits, de suggestions, si t'achètes une balle, peut-être que t'as besoin de la raquette qui va avec, quoi». Et et tout ce travail qui a été fait pendant 20 ans et les millions investis autour de tout ça, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Et que Amazon, qui a investi eux-mêmes des milliards dans l'IA, se disent: «Ah ouais, mais en fait, quand ils l'utilisent sur mon site, c'est nul». Mais qu'est-ce qu'ils croyaient, quoi? Je sais pas. Et on commence à voir naître dans des CGV, effectivement, le fait que tu pas le droit d'utiliser de l'automatisation pour aller sur le site, pour faire certains gestes, etc. Et c'est une solution c'est des solutions qui sont déjà en place, hein. Les navigateurs comme Atlas d'OpenAI ou Dia de The Browser Company permettent déjà d'automatiser en fait des gestes. Tu lui dis juste, je veux commander un ukulélé sur Amazon. En tâche de fond, il va aller chercher les ukulélés qui correspondent à ta recherche et il va juste te proposer le panier. Il n'y a plus qu'à payer. Donc on est à 2 doigts de dire, finalement, il peut acheter pour moi aussi. Parce qu'il me connaît bien. Ouais. Parce qu'il me connaît, il sait que ça reste dans l'enveloppe budgétaire que je m'étais donnée. Il y a des systèmes aussi aujourd'hui d'alerting où on va pouvoir mettre un petit watcher qui va dire, en fait, quand cet élément sur la page web, donc je sais pas, une robe noire pour tel type d'événement passe en dessous de cette barre financière, tu commandes sans réfléchir. Et c'est des solutions qui existent, qui sont déjà intégrées dans certains navigateurs. Quand là, on parle d'usage personnel un petit peu. Si on parle quelques minutes du côté agentique qui va être déployé en entreprise. Qui est déployé en entreprise. C'est déjà le cas, en fait, c'est une réalité, c'est pas du futur. Qui est déployé en entreprise. On a donc il y a la gestion monétaire, il y a la gestion du budget. Ça veut dire que chaque appel d'un client, d'une manière ou d'une autre, va coûter un petit peu plus d'argent parce que il se passe des choses derrière et compagnie. On doit s'adapter à un modèle, à une plateforme. On doit s'adapter à plein de choses. Quand on regarde la liste des modèles, en général, il y a toujours des comparatifs un peu foireux ou juste parce que le numéro est plus gros que celui d'avant. Alors les performances sont incroyables et voilà. Comment vous arrivez à conseiller autour de tout ça et comment parce que conseiller au moment où vous faites le projet, c'est une chose, mais leur dire, pour faire évoluer votre système et votre agent sur 6 mois, 1 an, 2 ans, quelle doit être la démarche? En fait, d'un point de vue très technique, depuis 1 an, il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est que les éditeurs commencent à être aussi un peu plus transparents sur quel modèle utiliser dans quel cadre. On a des modèles plus rapides. Je prendrais ceux de Google, tiens, par facilité. Typiquement, il y a des modèles Flash et des modèles Pro. Les modèles Flash coûtent moins cher et vont plus rapide. Il n'y a pas l'aspect raisonnement. Et donc, pour 80% des tâches, en fait, c'est suffisant. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un gros modèle qui réfléchit très longtemps. Et donc, c'est plutôt ces modèles-là qu'on va utiliser pour nos clients et on gardera les pros là où il faut vraiment réfléchir, digérer une grosse quantité d'informations, travailler, je sais pas, avec un PDF de 50 pages. Le pro sera plus adapté. Maintenant, comment on fait pour se projeter vers demain? C'est pareil, ça reste la curiosité intellectuelle qui va nous permettre de faire ça. L'intérêt aujourd'hui des solutions, c'est que un appel API. Et j'insiste sur le que un appel API parce que ton agent, ce sur quoi tu vas mettre de l'argent, sur lequel tu vas investir, c'est pas le modèle qui sera utilisé derrière, c'est pas le framework à la mode agentique, c'est l'ensemble des prompts que tu as pu designer qui permettent à l'agent de faire son travail comme il faut. Et c'est vraiment ça en fait qu'on essaie de mettre en avant aujourd'hui chez nos clients. Autre chose aussi, on commence de plus en plus à parler d'évaluation. Il y a 1 an, 1 an et demi, je suis intervenu chez Google pour expliquer l'un des premiers retours d'expérience qu'on a pu faire avec Kiabi sur la génération de traduction. La génération de traduction, c'est quelque chose qui est faisable depuis très longtemps avec des frameworks historiques. Par contre, comment on s'assure que ce qui est traduit est correct? Il y a un ensemble de métriques en fait qu'on peut utiliser pour valider justement la proposition en fait de l'IA. Et ces solutions d'évaluation doivent être au cœur aujourd'hui de l'adoption des agents, parce que un agent que tu laisses en autonomie, il va potentiellement faire n'importe quoi, n'importe quand. Pour la peine, c'est quoi le Craftman quand tu fais du dev aujourd'hui avec et que tu développes un agent? Comment tu fais de la qualité? Et comment parce que sur un système mouvant, quoi. Là, c'est typiquement ça en fait le système d'évaluation, c'est que historiquement, tu faisais tes tests unitaires, tes tests d'intégration et tu t'assurais que ton API, elle faisait exactement ce que tu voulais.
Aujourd'hui, ton agent, il est d'une certaine manière autonome. Le résultat est pas prédictif. Et avec tu poses 2 fois la même question avec le même agent, tu n'auras pas forcément la même réponse. Tu mets de la température à 0, quoi. Ouais, mais du coup, tu n'as plus trop d'intérêt à utiliser un système d'IA. Parce que l'important, c'est l'aspect génératif. Et donc, il y a des plateformes qui commencent à naître, il y a des solutions qui commencent à naître d'évaluation. Le système d'évaluation, en fait, c'est l'équivalent de ton test unitaire. Ton test unitaire, tu disais, voilà, en partant du principe que j'ai telle information, je veux qu'à la fin, en fait, la fonction que je teste me produise tel résultat. Avec un système d'IA, tu peux créer un dataset, en fait, de questions et de réponses sur lesquelles tu es à l'aise, que tu as validé, tamponné. Tu passes ça dans ton système d'IA et il va te donner un certain nombre de réponses. Ce qu'il faut, c'est calculer la différence, en fait, entre la réponse générée et la réponse attendue. Et donc là, on revient sur des use cases de Natural Language Processing qui sont présents depuis plus de 20 ans. Et donc, il y a des solutions qui existent pour calculer ça. Si ça reste dans les standards acceptables de différence, imaginons que tu as une différence de 10% en fait dans le calcul vectoriel des réponses et des assertions, tu peux dire tu pars en prod. Demain, tu veux créer un nouveau modèle, tu veux améliorer en fait le modèle existant. Tu peux mesurer avec le même dataset en fait si tu as fait une progression dans les réponses ou si tu as fait une régression. Et après, il y a tous les systèmes d'évaluation qui vont être directement avec l'utilisateur parce que les systèmes d'IA sont souvent en lien avec l'utilisateur. C'est les fameux pouces vers le haut, pouces vers le bas que tu retrouves sur ChatGPT, Gemini et Claude. Mais Seb, on n'est pas un peu dans le toujours plus, tu vois, parce que en fait tu intègres, donc tu vas créer un agent, tu l'intègres à ta CI/CD, potentiellement tu as un système d'évaluation qui va vérifier que d'une version à l'autre t'as pas une régression trop forte sur la potentialité de ta réponse. Et puis tout ça, c'est des GitHub Actions qui vont tourner comme des fous pendant des heures et que tu dois aussi payer et compagnie. Pas forcément. C'est n'empêche, c'est du processing, Ouais. Mais t'as des jeux de données de test et après tu utilises effectivement ton LLM as a judge, machin, et ça marche plutôt bien. Et tu vas pas le faire à chaque fois parce que tant que ton modèle a pas changé, bon, t'es jamais à l'abri d'une hallucination, mais bon, c'est quand même plutôt bien cadré. Par contre, nous, ça fait 3 ans qu'on a notre chat GPT interne, et dès qu'il y a un nouveau modèle qui sort, dans la semaine, il est implémenté, connecté, et puis on teste, et puis on le met dans la liste des modèles disponibles pour que les gens puissent le tester. Et souvent, on avait des assistants RH, des choses comme ça, pareil. Ah bah tiens, il y a un flash qui est sorti, il répond quasiment aussi bien, on va le pousser en prod et on va voir ce que ça donne. Et puis maintenant, on en a parlé aussi à l'onboard, t'as des outils, t'as des outils chez les cloud providers sur leurs outils liés à l'IA générative, où eux permettent maintenant de mesurer justement et de faire ces tests de manière automatisée, etc., pour pouvoir déclencher tout ça. Donc c'est sûr que tu le fais pas à chaque commit, tu le fais quand tu as des changements majeurs, et effectivement ça va coûter un peu plus. Mais encore une fois, ces types d'outils-là vont permettre à des devs de se focaliser davantage sur autre chose, à des PO pareil d'être un peu plus sur leur métier. On entend depuis des années, enfin tous les devs râlent souvent sur leur PO qui cadrent pas assez bien les US ou qui arrivent pas à sortir suffisamment rapidement les US pour la prochaine feature, etc. Et en fait, avec ces outils-là, t'as un accélérateur, tu peux vraiment te poser les bonnes questions et te recentrer un peu sur ton métier. Et les devs, c'est un peu pareil. Donc oui, c'est toujours plus. Et il faut faire gaffe effectivement où on met le curseur, et puis on en a pas parlé, mais il y a aussi tout le côté environnemental de tout ça là qui commence à faire mal, hein. Mais je pense qu'il y a des usages où c'est plutôt pertinent, et où ça permet de faire plus de qualité et de se concentrer un peu plus sur son métier que juste sur des sujets techniques comme ça pouvait être le cas jusqu'à présent, quoi. Ok. Donc au final, ce que vous dites, c'est que la nouvelle compétence IA, c'est un peu tout ça. C'est savoir, c'est ça qu'il faut apprendre aujourd'hui, savoir quelles sont les possibilités, comment on intègre ça à notre chaîne de valeur, comment on l'évalue, comment on fait de la qualité avec tout ça, comment on se rapproche du PO, c'est tout ça qu'on doit apprendre en tant que développeur aujourd'hui. C'est pas à apprendre, je crois que c'est à réinventer parce qu'en fait, tout ce que tu as cité, on le faisait déjà avant. Enfin, c'est juste qu'on le faisait peut-être moins vite, avec des silos peut-être un peu plus forts.
L'un des trucs que j'apprécie le plus avec l'IA générative, c'est que ça casse quand même ces silos-là. Tu peux prendre, toi, en tant que développeur, une casquette de PO assez facilement. Le PO peut commencer à développer une solution qui sera peut-être pas prod ready, mais en tout cas, il peut déjà démontrer un petit peu que c'est viable, son idée. Et donc, je pense que tout ce que tu as cité, la qualité, enfin, on en faisait, l'industrialisation, on en faisait. Les agents, finalement, si on regarde un petit peu de très haut, c'est du microservice. C'est juste un besoin technique un besoin fonctionnel qui parle à un autre besoin fonctionnel et qui construit la chaîne de valeur. Donc c'est plutôt à réinventer, à se réapproprier les concepts qu'on connaissait déjà dans ce cadre d'IA. Ok, cool. Seb, un petit complément? Ouais, en synthèse, effectivement, ça permet de s'ouvrir un peu les chakras. Je le disais, moi, je l'utilisais pour des projets personnels. Et en fait, il est venu me poser des questions auxquelles j'avais pas pensé. En fait, je faisais un truc autour de gestion de mes courses, des menus de la semaine, etc. Et il me dit, bah, avez-vous des allergies alimentaires? Est-ce qu'il y a des régimes spéciaux? Est-ce que je dois compter les proportions pour les enfants en dessous de 6 ans, etc. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, pour des métiers, pour les PO, c'est très bien. Pour des devs aussi, qui doivent prendre des US et qui veulent un peu challenger le truc, c'est parfait aussi. Et donc, effectivement, moi, je suis en phase. Il faut embrasser ce nouveau changement technologique. Ça va très vite, mais il y a quand même des grandes tendances et on arrive à lire les grandes tendances, pour bien se servir de ces outils et surtout dans quel cas s'en servir. Donc il faut commencer à s'intéresser à ça, et puis il faut commencer à manipuler et peut-être que professionnellement on va pas s'en servir tout de suite parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui vont pas franchir le cap tout de suite. Mais je pense que c'est intéressant de s'y intéresser, d'en voir les possibilités et de commencer à se l'approprier. Moi j'ai pas fait du cloud et du Kubernetes tout de suite, mais on a commencé à déployer notre première page sur des plateformes as a service, pour voir un peu ce que ça donnait, ce que ça allait changer de notre métier. Et ben là c'est pareil, sauf que ça va beaucoup plus vite et il faut arriver à prendre le train en marche. Je pense que dans un an ça se sera déjà un peu stabilisé, mais notamment pour les sorties d'école et pour les gens qui se posent des questions, il faut s'y mettre maintenant pour pas rater le train. C'est toujours très intéressant quand on est dans les premiers moments d'une techno. On comprend les difficultés, on comprend les enjeux, on voit comment elles ont été résolues, et ce qui va faire qu'on va beaucoup mieux la maîtriser quand elle sera déjà plus mature et que les gens vont s'y intéresser peut-être dans un an ou plus, quoi. Alors, dernière question, peut-être plus pour Seb. On a, quand on a commencé notre métier, chaque entreprise avait tendance à créer ses propres outils en interne et ces machins. Et puis on est passé dans une phase où on s'est dit, bah tiens, on va utiliser plein de SaaS parce qu'il y a des gens qui font ça mieux que nous. Et puis là, tu l'as très bien dit tout à l'heure, tu as dit, ah ouais, mais en fait, le SaaS, là, que je paye une blinde tous les mois parce que j'ai un forfait par utilisateur et tout ça, peut-être que je pourrais le recoder facilement en interne et c'est pas si compliqué, j'ai pas besoin de toutes les fonctionnalités qu'on me propose. Et donc, est-ce que tu penses que on va vraiment rentrer dans une mode de réinternalisation des outils, juste par souci économique? Mais qu'est-ce qui va se passer alors pour tout cet écosystème tech qui s'est construit? C'est un peu un flou. Et aujourd'hui, sortir un SaaS, parce que c'est facile de sortir un SaaS, est-ce que c'est une si bonne idée? On va pas être inondé de SaaS qui marcheront juste pas, quoi. Aujourd'hui, je pense que les SaaS existants intègrent de l'IA et font plutôt des belles choses et apportent de la valeur. En fait, ce qui va faire l'avantage d'un SaaS, c'est que l'entreprise en question va avoir du recul sur le geste métier, sur le service à fournir, et en fait, ils vont déjà avoir 10-15 ans, ils connaissent le métier et ils savent en détail comment ça doit fonctionner, comment les gens s'en servent, etc. Moi, je te parlais de ça, c'est vraiment pour, je pense, des besoins un peu plus limités, ou alors, effectivement, si tu as la force de frappe en interne avec de l'IA et des équipes de dev qui peuvent maintenir et que c'est ton cœur de métier, je pense on peut se poser la question, quoi. Il y a beaucoup de SaaS qui sont là en marque blanche pour des métiers dans l'assurance ou autre, et peut-être qu'effectivement il y a des personnes qui vont se reposer la question, bah tiens, finalement, si je mets, bah c'est plus une équipe de développeurs de 30 personnes, mais c'est peut-être une équipe de dev de 3 personnes, et puis le besoin va être rempli à 80%. Bah effectivement, je pense que ça va challenger aussi certains modèles économiques, certaines dépendances, et ça va bouger, hein. Nous, je te dis, on se l'est posé sur certains de nos outils encore très récemment, quoi. Et on verra si on voit émerger plein de produits.
dans les semaines qui Bah, viennent. il peut y avoir des choses qui émergent et qui vont mourir. Ouais, c'est... Et après, il y a ceux qui vont s'augmenter et qui garderont pignon sur rue, à mon avis. Ou des acteurs historiques qui vont prendre les compétences d'autres SaaS et les ajouter en fait à leur solution actuelle. Merci messieurs. En mot de la fin, je demande toujours des petites recommandations, petites recos culturelles si vous avez, et un estaminet, l'estaminet préféré, ça reste la chose la plus importante. Aurélien? Comme reco, j'ai fini le livre de Adi Osmani qui se nomme Beyond Vibe Coding, From Coders to AI Era Developers. L'idée, du livre, c'est d'expliquer en fait que le métier du développeur il change et que c'est pas grave. Et il donne sa vision. Alors, Adi Osmani, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des principaux contributeurs de Chrome. Donc, c'est un vrai dev à la base qui a rejoint les équipes de Gemini chez Google maintenant. Et c'est assez intéressant en fait de voir sa vision de l'évolution du métier. Et il donne pas mal de conseils en fait. Et donc j'ai vraiment apprécié ça. Et il sort du cadre juste du dev. Il parle aussi FinOps, il parle gouvernance, il parle de plein de choses qu'on n'aime pas forcément en tant que dev. Et donc voilà, petit cadeau. Ok, merci. Et un estaminet? Je quitte Brigitte dans l'île. Petite Brigitte. Seb? Moi, je quitte un peu le monde du dev, si je peux. J'ai découvert l'année dernière le podcast Super Green Me. C'est un journaliste qui fait sa transition écologique et qui devient végétarien les premières saisons et qui se pose ensuite dans cette dernière saison la question de son impact sur l'écosystème et la biodiversité, de son alimentation, de ses voyages, etc. Et j'avais raté la dernière saison que j'ai dévoré ce week-end dans mes activités en mode podcast et que je trouve plutôt pas mal quand on se pose la question de son impact, de comment on peut réduire les choses. Lui, il part de je me fais un week-end en Italie et je mange de la viande à tous les repas à je deviens entièrement végétarien et j'essaie de réduire mon impact et de quand même avoir des loisirs. Il est italien, non? Oui, il a un nom Lucas Scaltriti. Lucas Scaltriti, c'est ça. Mais il est parisien et journaliste parisien avec tout ce qui allait avec, je pense, dans le package. Et c'est assez intéressant à suivre. Cool, merci. Et un Et estaminet? un estaminet. Moi, j'ai découvert en arrivant chez Sphère la maison commune à Villeneuve-d'Ascq et c'est vrai que ça reste un de mes préférés aussi et qui est pas très commercial et qui est plutôt un vrai estaminet du Nord, quoi. Une valeur sûre. Une Merci. valeur sûre. C'est vrai. Bah écoutez, je vous remercie tous les deux. Où est-ce qu'on vous retrouve? LinkedIn? LinkedIn, ouais, ça sera le plus simple. Plutôt LinkedIn, ouais. Cool. Parfait. Merci d'avoir écouté jusque-là. On se retrouve dans un prochain épisode de Noël. On va refaire... il y aura 2 épisodes là qui vont arriver. Un épisode sur... on va parler de hype. Et puis, on va refaire une petite météo de l'emploi. Je pense que c'est pas du luxe. Salut à tous, à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Merci les STEM Tech.